Très bien, il est l'heure. Je vous propose de commencer. Donc merci de nouveau pour être avec nous pour les retardataires. Je rappelle que l'idée de ce webinaire est de vous parler, enfin de vous introduire notre solution Casby côté Olfeo, qui est très récente et qui permet du coup de répondre à des enjeux de Shadow IT et de Shadow IA. Nous allons tout vous raconter dessus pendant cette petite demi-heure qui va suivre. De mon côté, je m'appelle Gabor, je suis le responsable marketing d'Orfeo et je suis avec Jérôme, qui est directeur du CSM, qui va peut-être se présenter. Si tu as envie de dire quelques mots. Bonjour, donc Jérôme Delaville, effectivement, je suis le directeur technique de la partie service client. Je suis là pour vous accompagner sur toute la partie relation client, de l'avant-vente jusqu'au support. Donc vous n'hésitez pas à faire appel à nos équipes. Parfait, merci Jérôme. Avant de rentrer dans le détail de notre solution, quelques consignes, quelques rappels, puisque nous avons déjà eu la question. Le webinaire est bien sûr enregistré. Vous recevrez les slides et l'accès au replay normalement juste après. J'espère que vous aurez des nombreuses questions. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Ça permettra de les partager plus facilement avec le reste de l'équipe. Et ensuite, quatrième point qui ne figure pas sur la slide, mais nous sommes tous malades, donc c'est la saison. Nous nous excusons par avance pour tout ou petite pause dont on aurait potentiellement besoin. Mais c'est la saison, les enfants sont malades, tout le monde est malade. Bon, bref, tout va bien. Très bien. Voilà. Du coup, je vous propose de rentrer tout de suite dans le détail. Un petit rappel rapide sur Olfeo pour ceux ou celles qui ne nous connaissent pas. Donc, nous avons plus de 20 ans d'expertise aujourd'hui dans la sécurisation des accès Internet. Notre cœur, nos produits spécialement sont ce qu'on appelle des passerelles de sécurité web ou des SSE, Security Service Edge, qui tournent en SaaS et qui permettent de sécuriser votre trafic Internet à la fois d'un point de vue accès, mais aussi analyse du trafic et de la destination de vos requêtes web pour vous empêcher de vous connecter à des domaines potentiellement dangereuses, interdites par la loi ou interdites par la politique de votre entreprise. Nous sommes numéro 1 des passerelles de sécurité web en premise en France. Nous avons plus de 1000 clients dans à peu près tous les domaines. Quelques éléments chiffrés. Nous analysons plus d'1 milliard de requêtes web par jour sur l'ensemble de notre parc de clients. Notre base de filtrage contient plus de 22 millions de domaines et d'adresses IP. Et enfin, aujourd'hui, il y a à peu près 1 million de personnes qui sont sécurisées en France avec nos solutions. Évidemment, notre société est basée en France. Plus de la moitié de nos collaborateurs sont dans la partie R&D. Et puis, évidemment, nous disposons d'un certain nombre de labels qui garantissent l'efficacité et la validité de notre solution de cybersécurité. Je vous disais un petit peu plus de 1000 clients dans à peu près tous les domaines. Nous sommes très présents dans le public, notamment dans la santé. On a plus de 170 centres hospitaliers qui nous utilisent, par exemple, aujourd'hui en France. Nous sommes aussi très présents au niveau des écoles et des collectivités territoriales. Et nous travaillons aussi avec des institutions, notamment la CNIL, ce qui donne un petit peu plus de légitimité encore à la qualité de nos solutions. Nous sommes aussi très présents dans le privé, dans différents secteurs, que ce soit la distribution, les banques, assurances ou voilà, toute une variété d'autres secteurs allant des champagnes jusqu'aux aéroports, en passant par des régies de transport. Donc vraiment très présent dans tous les verticaux en France. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Donc, Olfeo aujourd'hui est très connu pour la partie filtrage et sécurisation des flux Internet. Et au fur et à mesure que nous rajoutons des couches de sécurité et des fonctionnalités supplémentaires, forcément, on a fini par arriver à la sécurisation de l'accès aux applications SaaS. De nombreux clients nous ont remonté ce besoin, cette problématique-là. Comment sécuriser le Shadow IT? Alors, un petit rappel sur le Shadow IT, c'est un ensemble de 3 choses.
C'est tout d'abord l'installation des applications non supervisées, soit développées en interne, soit développées en externe, mais l'idée, c'est de dire que des collaborateurs vont utiliser des applications on-premise sans prévenir les équipes IT. Ça peut être aussi le matériel non géré, qu'on parle beaucoup du Bring Your Own Device, mais il faut garder en tête que les collaborateurs peuvent éventuellement utiliser leur équipement personnel dans un contexte professionnel sans que ces équipements soient supervisés par les équipes IT, avec le risque que cela peut poser d'un point de vue confidentialité des données. Et enfin, la composante la plus connue aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à vous faire cette présentation, c'est l'utilisation des logiciels SaaS qui ne sont pas nécessairement autorisés par les équipes IT. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose de très récent, des applications SaaS, on en a quand même depuis pas mal de temps. Ça a beaucoup avancé suite au Covid. Donc l'usage des logiciels SaaS a explosé, surtout après le Covid. Nous allons voir quelques chiffres sur la slide suivante. Et c'est ça qui a commencé à faire exploser les risques de sécurité, comme nous allons voir. Alors, quelques chiffres pour vous faire peur un petit peu, même si vous êtes probablement au courant des risques que le Shadow IT peut poser. Selon Thales, aujourd'hui, 80% des employés ont admis en France avoir utilisé des applications ou des services sans l'autorisation explicite du département informatique. 80%, donc on va dire quasiment tout le monde, à peu de choses près. 68% des salariés utilisent des outils d'IA sans informer leur direction. Alors évidemment, l'IA, les LLM, c'est plutôt récent, ça remonte à il y a 2 ans, mais tout le monde commence à les utiliser, leur usage commence à exploser, avec des risques sur le partage des données, la confidentialité, l'exfiltration des données. On va en parler un petit peu plus tard. Et je vous parlais de l'explosion des applications SaaS post-Covid, quasiment 60% d'augmentation depuis la fin du Covid ou de la Covid, je ne me rappelle plus. Mais donc on voit clairement que l'utilisation des applications SaaS s'est énormément démocratisée. Tout le monde les utilise. Pourquoi ? Il y a évidemment une bonne raison, on va pas se cacher, c'est facile à utiliser, puisque ça permet de déployer des services rapidement, sans forcément disposer des compétences techniques qui vont bien. Donc ça permet d'être agile, ça permet d'être rapide, d'aller droit au but de certains tests. Des fois, il peut y avoir une petite insatisfaction par rapport aux outils ou par rapport aux services proposés par les équipes IT. Donc, il peut manquer des fonctionnalités, on peut avoir des processus de validation complexes qui découragent. Donc, des fois, c'est plus facile de se créer un compte rapidement sur une application SaaS et tester rapidement une idée plutôt que de passer par une équipe IT qui va imposer un certain nombre de règles et un processus des fois un petit peu lourd avant de tester les choses. J'en profite pour répondre rapidement à une petite question. Est-ce que l'enregistrement de la présentation sera disponible ? Tout à fait, vous allez recevoir par email, normalement juste après le replay du webinaire. Et je continue. Et du coup, la dernière raison qui fait que les personnes utilisent de plus en plus des applications SaaS, c'est évidemment les pressions de délai. Il faut sortir de plus en plus de choses, de plus en plus rapidement, de manière de plus en plus agile. Utiliser une application SaaS permet d'aller beaucoup plus vite, d'être flexible. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour que les collaborateurs utilisent des applications SaaS. Nous ne sommes pas là pour critiquer les applications SaaS. Nous allons plutôt parler de comment encadrer l'usage de ces applications tout en limitant les risques de sécurité. Alors, les consignes, quelles sont les conséquences pour les entreprises? 4 conséquences majeures: la sécurité, la conformité, les opérations et les coûts. D'un point de vue sécurité, évidemment, les équipes IT ne maîtrisent pas les outils qui sont utilisés par les collaborateurs. Ce sont des applications SaaS. On n'a pas toujours les informations qui vont bien sur leur niveau de sécurité, sur leur emplacement géographique, sur les processus de protection mis en place, qui a les données, où sont stockées les données, où vont, est-ce que c'est chiffré, est-ce que c'est pas chiffré. Donc il manque souvent
un certain nombre d'informations permettant de correctement valider l'efficacité et la sécurité de ces applications. Et en plus, il peut y avoir des fuites. Enfin, on voit régulièrement, tous les 3 jours, il y a des fuites majeures sur des applications ou des services en ligne. Donc clairement, une fois que les collaborateurs commencent à utiliser des applications, SaaS, on perd des contrôles sur la sécurité et on ouvre la porte à des risques, comme on va en expliquer un petit peu après. Le sujet de la conformité, c'est très important, notamment quand on parle de données personnelles, puisque le RGPD impose de contrôler, hein, quelque part, la localisation des données personnelles. Une fois que les collaborateurs commencent à utiliser en sous-marin des applications SaaS et potentiellement mettre dessus des données à caractère personnel, bah, on n'est plus compatible RGPD. Je prends un exemple que je connais bien puisque je suis côté marketing, l'utilisation des CRM dans le cloud. Même pour faire un test, bah, dès que je mets des informations type adresse email d'un prospect ou d'un client, en théorie, si ce n'est pas correctement encadré, documenté et processisé, je ne suis plus en accord avec le RGPD. Donc il faut faire très attention au type de données qu'on met sur ces applications SaaS. Évidemment, la partie opération, il peut y avoir des difficultés d'intégration et de manque de support. En général, les équipes IT ils sont un petit peu taquins, hein, quand on va les voir pour demander du support sur une application SaaS non autorisée par l'équipe IT. En général, on a des regards un petit peu méchants, donc c'est normal aussi, hein, ils ne peuvent pas supporter absolument toutes les applications SaaS. Donc, il faut bien faire aussi attention à quel type d'outil on va utiliser. Et ça montre bien pourquoi c'est important de le faire en accord avec les équipes IT. Parce que s'il y a un problème technique que vous ne savez pas, en tant que collaborateur, que vous ne savez pas résoudre, bah, il vaut mieux que l'équipe IT soit de votre côté pour vous aider. Et ensuite, les coûts. Ce n'est pas forcément une dépense inutile, mais si vous êtes par exemple un grand groupe, que vous avez, je dis n'importe quoi, une branche en Australie qui va utiliser une application SaaS et une autre branche au Canada qui va utiliser la même application, mais les deux ne discutent pas ensemble, bah, vous allez forcément perdre en rationalisation de coûts, vous allez payer un petit peu plus, vous allez faire de la duplication de services. Donc, avoir de la visibilité sur qui utilise quoi, à quel moment, permet aussi de mettre en place ce qu'il faut pour rationaliser les coûts et tirer le meilleur de l'usage d'un point de vue financier. Et ensuite, vu qu'on rentre sur des aspects un petit peu plus techniques, je vais laisser la parole à mon collègue Jérôme. Merci Gabor. Donc effectivement, merci pour cette introduction et tout ce détail sur le contexte. Bien entendu, tout ce Shadow IT et Shadow IA, puisque c'est un nouveau terme à la mode, même s'il est plus spécifique, mais ça reste du Shadow IT, entraîne des risques de sécurité. Et pourquoi on en parle? Parce qu'Olfeo est une solution de sécurité. Donc c'est important pour nous de les mentionner. Évidemment, donc ces fameux logiciels SaaS peuvent être à base de clients lourds, qui peuvent être des logiciels non patchés, qui peuvent créer des vulnérabilités au niveau des postes, donc qui peuvent rendre complexe la sécurisation du poste par des accès à des SaaS non autorisés. Justement, puisqu'on parle d'accès, c'est pareil, l'utilisateur va devoir se créer des comptes qui sont potentiellement non sécurisés, qui potentiellement vont utiliser des mots de passe faibles, voire même reprendre le mot de passe de l'entreprise sur une application qui est inconnue, qui ne devrait pas être utilisée sur un PC pro. Ce qui peut potentiellement entraîner également des exfiltrations de données, l'utilisation de ces applications. Donc là, typiquement, on peut parler, donc c'est le cas le plus fréquent que l'on rencontre dans les demandes actuelles, de tout ce qui est Google Drive ou OneDrive, qui est utilisé professionnellement, mais qui peut aussi être utilisé personnellement et qui peut entraîner du coup de l'exfiltration de données si on ne fait pas attention à ce que l'utilisateur utilise son compte pro et ou son compte perso pour envoyer de la donnée. Et puis, si on revient plus spécifiquement sur la partie IA, on l'a vu, il y a eu plein de cas spécifiques sur l'utilisation de l'IA où il y a de l'exposition de données sensibles. Le cas le plus fréquent pouvant être évidemment la partie des développeurs
qui envoie un bout de code qui potentiellement est un bout de code confidentiel interne, mais il l'envoie sur des outils d'IA pour avoir une correction ou pour faire leur travail plus rapidement. Je peux également citer un client avec qui j'ai discuté récemment, qui me disait qu'en fait, eux, leur cœur de métier, c'est de mettre en relation leurs clients avec des utilisateurs qui cherchent du travail. Et en fait, ils se sont aperçus que certains CV étaient envoyés sur des outils d'IA pour faciliter en fait la traduction du CV et pour faciliter le résumé du CV. Et évidemment, ce sont des données sensibles qu'une société ne doit pas transmettre, surtout lorsque c'est leur cœur de métier. Alors, à partir du moment où on a parlé de ces risques de sécurité, évidemment, il va falloir parler de solutions. Alors, la première idée, c'est de dire, ah bah ouais, bah, le Shadow IT, première solution, bah, je bloque. Euh, En fait, c'est plus complexe que ça. C'est évidemment plus complexe puisque le Shadow IT est quelque chose qui existe depuis longtemps. Le fait de bloquer va juste effectivement rendre inopérants certaines applications et puis de nouvelles vont apparaître et ça va être une suite sans fin. La première chose pour gérer le Shadow IT efficacement, pour nous, ça va être d'établir des politiques claires. Établir des politiques claires signifie communiquer, communiquer avec notamment les utilisateurs, communiquer sur pourquoi on peut utiliser telles applications, pourquoi il faut éviter d'utiliser des applications qui n'ont pas été validées par l'IT. Et pour faire ça, il faut évidemment prendre en compte les besoins des utilisateurs. Donc avoir un relationnel avec ses employés, avec les employés de la société, qui n'est pas un relationnel de restriction comme on a l'habitude de le voir pour le RSSI, hein, qui est celui qui embête, celui qui empêche de tourner en rond, qui empêche d'aller accéder aux informations qu'on veut pour travailler. Donc il y a quand même un relationnel à avoir avec les employés pour prendre en compte leurs besoins, et ça vaut énormément, notamment pour la partie IA, c'est-à-dire, bah, pourquoi tu utilises l'IA au sein de la société? Si c'est pour aller voir la recette de grand-mère pour faire un gâteau, bah, peut-être que tu peux faire ça avec ton téléphone ou en dehors du monde professionnel parce que bah, l'IA que tu utilises, elle m'embête un peu parce qu'elle envoie des données et que je vais être obligé de la bloquer. Par contre, si c'est pour un besoin professionnel, donc je reviens sur mon exemple de CV, si c'est pour un besoin professionnel parce que tu as besoin de faire un résumé d'un CV pour être plus efficient dans ton travail, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait qu'on travaille ensemble sur ton besoin. Donc ton besoin, c'est de résumer un CV. Je vais te proposer plusieurs IA qui permettent de faire ça. On va en choisir une ensemble. Et c'est cette IA qu'on va valider professionnellement. Et c'est celle-ci qu'il faudra utiliser dans le cadre professionnel pour tes activités professionnelles. Donc, ça vaut pour l'IA, ça vaut pour n'importe quelle application IT. Le Shadow IT doit entraîner une discussion avec les utilisateurs sur leurs besoins réels. Pourquoi ils utilisent une application qui n'a pas été validée par l'IT? Quel est leur besoin? Évidemment, quand on va parler avec l'utilisateur, il va falloir lui expliquer les risques. C'est-à-dire que on va parler de son besoin, mais on va aussi lui expliquer que tant qu'il utilise des applications qui n'ont pas été validées par l'IT, il entraîne des risques pour la société, pour lui et pour la société. Donc pour son poste, pour ses données, et pour évidemment toute la société de manière générale. On peut reprendre le cas d'une entreprise très récemment qui a dû mettre la clé sous la porte. Donc c'est une petite entreprise, hein, c'est une petite PME de une dizaine, quinzaine d'employés qui malheureusement s'est vu prendre un ransomware encore très classique et qui n'a jamais réussi à redresser son IT comme il le faut, qui a jamais réussi à renvoyer ses factures, notamment aux clients, qui a donc eu des défauts de paiement et qui maintenant a dû mettre la clé sous la porte. Donc c'est malheureusement, possiblement, l'action d'un employé qui a entraîné la fermeture complète de l'entreprise, et c'est dommageable, et c'est très dommage. Donc la sensibilisation des employés est un point fort d'un point de vue sécurité, et notamment sur la partie Shadow IT. Et puis, bah, pour répondre à tout ça, il va falloir à un moment donné avoir des outils. Les outils doivent permettre alors, on a marqué surveiller et contrôler. J'aime pas du tout le terme contrôler, mais malgré tout, il va falloir quand même avoir de la visibilité. C'est-à-dire qui va où, qui va sur quelle application. Et ensuite, ça va pouvoir entraîner la discussion. Mais il nous faut cette visibilité. Et ensuite, il va falloir pouvoir prendre des actions sur les applications qu'on considère comme non autorisées ou illégitimes chez nous. Si on résume un petit peu, du coup, la gestion du Shadow IT,
qui fait partie de la brique qui s'appelle le CASB. Donc CASB, je donne l'acronyme pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ça veut dire Cloud Access Security Broker. Historiquement, c'est donc toutes les solutions qui se mettent entre les utilisateurs et les solutions d'applications cloud et qui permettent de contrôler la sécurisation, la sécurité de ces applications, soit par obfuscation, donc ça permettrait par exemple de chiffrer les données avant qu'elles n'arrivent dans l'application cloud, soit en donnant de la visibilité, en entraînant pour vous des aspects de gouvernance sur qui accède à quoi. Donc une visibilité, mais aussi de la conformité. Est-ce que ça respecte vos accès et votre politique d'entreprise, donc votre PSSI. Et évidemment, le but de tout ça, c'est de protéger d'une part la donnée, donc pour tout ce qui est données sensibles, donc évasion de données, donc tout ce qui est DLP, et puis se protéger d'un point de vue sécurité contre les menaces, donc ne pas permettre à une application qu'on n'aurait pas autorisée d'introduire une menace au sein de son SI. Si on fait un focus, donc on rentre un peu plus dans le détail sur la partie Olfeo et comment Olfeo souhaite répondre à cette problématique de Shadow IT. Donc le Shadow IT est une composante du CASB. Le Shadow IT est plutôt la composante de détection et de visibilité et de gouvernance. Donc ce sont des briques qui vont s'ajouter et qui vont être partie intégrante du CASB. La première, c'est la découverte, donc avoir la visibilité sur les applications. Avoir une évaluation des risques, ça c'est un point très important. Il faut que vous puissiez être accompagné de manière rapide sur quelle est l'analyse de risque d'un point de vue sécurité sur ces applications et quelle est la conformité. Alors la conformité peut être vue de plein d'aspects différents. Ça peut être la conformité d'un point de vue géographique, ça peut être une conformité d'un point de vue respect des normes. Gabor a cité tout à l'heure NIS2, RGPD, etc. Donc il y a plein de normes qui vont vous imposer une évaluation des risques par rapport à des conformités légales. Et la dernière brique qui fera un CASB complet, qui est le contrôle d'accès, donc appliquer des politiques de sécurité par rapport à ces applications et à ce que vous souhaitez autoriser ou pas. Donc application de votre PSSI interne. Donc sur la partie CASB, vous aurez remarqué qu'on a un mantra chez Olfeo qu'on applique sur nos slides et que vous avez pu voir sur le tout premier slide, qui est la partie Road to SSE, c'est-à-dire comment on fait pour avancer vers ce qui s'appelle le Security Service Edge. Le SSE est un ensemble de composants. Donc c'est une infrastructure globale qui sont plusieurs composants qui peuvent être d'un ou de plusieurs éditeurs. Et l'objectif d'Olfeo est d'être en capacité de vous proposer ces fameux 4 composants de la brique de l'infrastructure SSE. Le premier composant étant le SWG, donc Security Web Gateway. C'est évidemment le cœur de métier d'Olfeo, donc c'est là qu'on est évidemment les meilleurs d'un point de vue filtrage utilisateur et sécurisation des accès Internet utilisateurs, qui va être complété par la brique d'en bas que vous pouvez voir sur le slide, qui est la partie Zero Trust. Donc nous, on vous propose une forme de Zero Trust qu'on nomme le Zero Trust Internet Access. Le principe, c'est non pas de contrôler les accès réseau, donc on n'est pas sur du ZTNA, Zero Trust Network Access, mais sur du Zero Trust Internet Access. Parce que notre métier, notre cœur de métier, notre spécialisation, c'est vraiment les accès Internet. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est mettre les utilisateurs dans des bulles de confiance. C'est-à-dire, faites confiance à Olfeo par rapport à notre catégorisation et notre connaissance d'Internet de manière globale. Nous, on vous assure qu'on connaît 99,5% du surf utilisateur. C'est pas un chiffre marketing, hein, désolé Gabor. C'est vraiment un chiffre technique que l'on vous présente dans notre solution. Et le principe, c'est de dire, voilà, l'utilisateur, dans 99,5% des cas, il va être autorisé à aller surfer sur ces sites-là parce qu'Olfeo les a reconnus, on les a classés dans des catégories et il peut y aller tranquillement, sauf si vous ne souhaitez pas qu'il accède à ces catégories-là. La partie DLP, qui est la troisième brique du SSE, la partie DLP, donc Data Loss Prevention, qui va permettre de sécuriser donc vraiment la partie données.
qui sera une partie qui va arriver chez Olfeo pour fin d'année 2025, donc c'est bientôt. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la partie CASB, donc je rappelle Cloud Access Security Broker, avec plus spécifiquement la partie Shadow IT, Shadow IA, et qui va permettre de gérer la partie application webisée. Un joli écran de notre offre de détection des applications SaaS, mais je vais passer à la partie démo sous peu. Le principe de notre offre CASB va être de vous donner de la visibilité. Alors, on a un maître mot quand même dans notre solution, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est la simplicité. Donc, l'écran que vous voyez, il est très clair, très simple, il n'y a pas 36 informations dessus, et c'est vraiment l'objectif. C'est du déploiement simple et de la maintien en conditions opérationnelles simples pour, in fine, permettre un maintien en conditions de sécurité de votre SI simplifié. Donc, une visibilité globale sur ce que font les utilisateurs, une gestion du risque, donc ça va vous permettre de voir les applications qui sont utilisées par les utilisateurs, identifier les utilisateurs, identifier également, si vous le souhaitez, que l'application soit autorisée ou pas. Donc, appliquer de la gouvernance en légitimité, illégitimité des applications pour faire une gestion des accès à la fin sur est-ce que cette application, j'autorise mes utilisateurs à aller dessus ou est-ce qu'au contraire, je souhaite bloquer l'accès à ces applications. Alors, tout ça, c'est très joli, mais je pense qu'il est temps de passer sur une petite démo de notre solution. Alors, la démo est rapide. Elle est rapide parce que la solution est simple. Laissez-moi le temps juste de partager mon écran. Voilà. Est-ce que Gabor, tu peux me confirmer qu'on voit bien l'écran? Super, merci. Alors, actuellement... Ah oui, effectivement, merci. Hop là, peut-être plus simple. Je vais fermer ça. Voilà. Donc, actuellement, l'écran que vous voyez, c'est l'écran de ce que l'on fait actuellement. Donc, c'est ce que, si vous prenez notre solution, c'est ce que vous pouvez avoir. C'est avoir une visibilité sur les applications qui ont été détectées au sein du SI, le nombre de hits par application, combien d'utilisateurs ont tenté d'accéder à cette application, et quelle est la nationalité de l'éditeur. Alors là, on voit du chat GPT, par exemple. On peut avoir plus de détails en cliquant dessus. On va avoir un petit descriptif de à quoi sert l'application. Et on va avoir en dessous, alors la démonstration n'est pas au niveau de ce qu'on fait actuellement, puisqu'on a un petit bouton qui va permettre à certains administrateurs d'afficher les noms des utilisateurs et à d'autres pas. Le principe, c'est de dire, voilà, je sais au sein de mon SI quels sont mes utilisateurs qui utilisent cette application. Et éventuellement, je peux aussi avoir affiché le groupe qui a été identifié au niveau de notre Entra ID, donc au niveau de l'AD. C'est intéressant, parce que ça me permet de savoir que effectivement mon chat GPT, il est utilisé par plein de personnes qui sont dans des groupes différents. Ça veut dire que j'ai un vrai besoin au sein de mon entreprise d'utilisation d'IA. Il va falloir que je détermine, bien sûr, moi, en termes de gouvernance, est-ce que l'utilisation de mon chat GPT, est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il est personnel? Est-ce que c'est une application que je souhaite voir utiliser puisque c'est une nationalité des US? Ou est-ce que je préfère utiliser le chat, qui est voilà, une application plutôt française? Donc ça, c'est vraiment de la gouvernance interne sur quelle est la politique d'entreprise que je souhaite mettre en œuvre. Et comme j'ai les noms des utilisateurs, je vais pouvoir aller discuter avec eux. Je vais pouvoir aller lui demander, écoute, voilà, tu as utilisé le chat GPT, il n'y a pas de souci, je comprends que tu en aies besoin, j'ai besoin de discuter avec toi sur quel est ton besoin. Pourquoi, professionnellement, tu as besoin de chat GPT. Donc c'est plutôt intéressant. Comment on avance chez Olfeo? On va rajouter d'ici un mois, donc c'est une fonctionnalité qui arrive, qui est en train de fin de développement, la capacité à filtrer. Parce que c'est bien d'afficher toutes les applications, sauf que là, on voit que, si je regarde en bas, on voit que j'ai 123 pages de 10 items. Donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Il va falloir que je les filtre. Comme d'habitude, on cherche à faire quelque chose de simple. Donc nous, ce qu'on va vous proposer pour l'instant, c'est de filtrer les applications par nationalité. Alors, bien sûr, on a une barre de recherche d'applications. Donc, si je recherche une application spécifique, je peux la rechercher. Mais je vais pouvoir filtrer les applications et pouvoir dire, je recherche toutes les applications qui sont, voilà, israéliennes, par exemple, les applications ou indiennes. Voilà. Je veux savoir lesquelles c'est.
Et comme ça va me permettre de savoir pourquoi mes utilisateurs les utilisent. Ou alors, je veux les filtrer par catégorie. Rappelez-vous qu'Olfeo, c'est notre spécialité. On catégorise tout. Et donc, on va catégoriser les applications dans des groupes bien définis. On est très strict là-dessus. Donc, la catégorisation Olfeo, elle est vraiment connue et reconnue pour être une des plus pertinentes au niveau des solutions SWG. Donc, on va pouvoir choisir, par exemple, toutes les solutions de stockage, ce qui va me permettre de voir où est-ce que les utilisateurs envoient de la donnée, où est-ce qu'ils vont stocker de la donnée. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui arrive sous peu. Très bien. Où est-ce qu'on va d'un point de vue gouvernance? Alors, pareil, je vous montre le futur de notre solution dans quelques mois. Dans quelques mois, notre solution va être agrémentée de deux nouvelles choses. La partie gouvernance, qui va vous permettre de définir en tant que RSSI la légitimité ou illégitimité d'une application. Ça va vous permettre d'appliquer en fait une visualisation rapide. Donc, typiquement, on pourrait sélectionner une application et dire, en termes de gouvernance, je définis cette application comme légitime ou illégitime. Je ne parle pas de contrôle d'accès pour l'instant. C'est-à-dire que je parle juste de définition d'un point de vue gouvernance. Le contrôle d'accès vient dans une seconde phase. Ça viendra d'ici fin 2025. Le principe étant d'appliquer en lot à toutes les applications illégitimes, par exemple, un blocage de ces applications une fois qu'on décide que c'est le bon moment pour dire à l'utilisateur qu'il n'a plus le droit d'utiliser ces applications. Pour aider à cette gouvernance, on peut voir que Olfeo va définir un niveau de risque. Alors évidemment, le niveau de risque que vous voyez ici est purement fictif. Hein. Dropbox n'a pas forcément un niveau de risque 1, tout comme Adobe n'a pas forcément un niveau de risque 10. Hein. C'est pour vous montrer un petit peu le principe. Le niveau de risque sera un nombre entre 1 et 10 qui est défini par Olfeo sur des critères très spécifiques que nous, on a en interne. Donc c'est un ensemble de plusieurs critères qui peuvent être des critères géographiques. Donc typiquement, quelle est la nationalité de l'éditeur? Alors pourquoi ce critère est important? Parce que certaines nationalités, on reconnaît que des applications définies par certaines nationalités sont plus critiques que d'autres. C'est un petit critère chez nous, hein. Attention. On a plein d'autres critères qui vont augmenter le risque de l'application. Est-ce qu'il y a beaucoup de mises à jour de cette application? Ce qui veut dire qu'elle est très suivie. Est-ce qu'elle est open source ou pas open source? Est-ce que... voilà. Donc, on a énormément de critères chez nous qui vont définir un niveau de risque. Le but pour cette définition de risque, c'est de vous accompagner sur une première analyse de l'application. C'est-à-dire, Olfeo me dit que, je vais dire Zoom est une application très risquée, ce qui n'est pas le cas, évidemment, encore une fois, on est sur un cas d'exemple. Zoom est une application très risquée. Il va falloir que je me pose des questions en interne sur est-ce que vraiment je veux cette application? Dans quelle catégorie elle est? Là, on voit que c'est l'outil de collaboration. Est-ce que j'en ai besoin professionnellement? Quels sont les utilisateurs qui y accèdent? Pourquoi ils y accèdent? Et donc, mettre en place une politique claire sur cette application spécifique avec l'aide que nous, on vous apporte. Je vous avais dit que la démo était rapide et simple. Voilà, elle est terminée sur la partie détection des applications Shadow IT, Shadow IA et accompagnement à la gouvernance, à la visibilité et à la gouvernance. Il restera la partie contrôle d'accès qu'on a mentionné plusieurs fois avec Gabor, qui apparaîtra dans le futur sous deux formes. D'une part, d'un point de vue CASB, on va rajouter la partie contrôle d'accès d'ici la fin d'année, qui va vous permettre de créer des règles, encore une fois de manière très simplifiée, sur les applications spécifiques. Est-ce que je les autorise? Est-ce que je les autorise pas? Et elle va être complétée d'ici la fin de l'année avec la partie DLP. Pourquoi c'est important? Parce que la partie DLP est une forme de contrôle d'accès liée à la donnée. Et forcément, quand on parle de données, on peut lier la donnée à l'application. Notamment, j'ai cité tout à l'heure la partie Microsoft Online, donc tout ce qui est storage, donc OneDrive ou Google Drive. Et donc ça, c'est à cheval entre les deux, c'est-à-dire qu'on est sur de l'application de stockage externe, potentiellement pas autorisée, mais
qui peut être professionnellement autorisé et personnellement pas autorisé. Donc on est à la cheval entre de l'application et de la partie DLP pour éviter de la fuite de données sur des stockages externes personnels. Donc ça, ce sont les choses qui arrivent, les belles choses qui arrivent chez Olfeo d'ici la fin de l'année. Potentiellement, maintenant, je vous propose qu'on passe sur une partie session questions. Si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions du chat ou même dans le chat global si vous le souhaitez. On va prendre quelques minutes pour laisser un peu poser des questions. En attendant, on vous affiche sur le slide, je ne sais pas si tu peux le mettre en plus grand ou si ça affiche, c'est bon? Parfait. Vous pouvez prendre note de quelques livres blancs qui sont proposés par Gabor et ses équipes sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Donc vous pouvez voir par exemple les ransomware, évidemment, qui est un grand classique, les risques juridiques, Olfeo peut vous accompagner fortement sur cette partie-là, ou sur la responsabilisation des collaborateurs. Eh ben, on vous remercie pour votre écoute attentive. Vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous envoyer un message en direct. On reste à votre disposition. Vous aurez le replay, comme on vous l'a dit, que vous pourrez récupérer et regarder. Et... Voilà. Petite question, donc je la lis. Nous voyons dans le menu, dans notre instance Olfeo SaaS, n'avons visiblement pas assez à la fonctionnalité. Très bonne question. Est-elle soumise à la licence et si oui, quel est le tarif? Effectivement, donc la fonctionnalité CASB est une fonctionnalité complémentaire à notre offre globale SaaS. Elle est soumise à une tarification. Vous n'hésitez pas à faire appel à votre commercial pour, d'une part, si vous souhaitez tester la solution, donc faire un POC, d'autre part, avoir la tarification de la solution qui se fait en fonction de votre nombre d'utilisateurs. Donc, du coup, on ne peut pas répondre sur la partie tarification puisqu'elle dépend vraiment de votre nombre d'utilisateurs. Voilà, on reste à votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir.